Chapitre 206 Armée révolutionnaire. Dans ce cas, il penchait davantage vers l'égalitarisme et privilégiait les jeux d'interférence perturbateurs plutôt que le combat direct, et grâce à des préparatifs préalables, le Panthéon de Sangmuan a pris l'initiative de frapper avec une révolution à l'occasion donnée. Il y avait diverses réponses défensives possibles dans un tel cas. Premièrement, le choix de ne rien faire était généralement envisagé. Si l'âne succombait simplement à la révolution, une structure sociétale moderne pourrait être établie. Cependant, le problème était que ce processus entraînerait d'importantes difficultés en interne. Au-delà des simples changements de système, des problèmes surgiraient lorsque des crimes à l'échelle raciale se produiraient entre des espèces hostiles, que des préjugés spécifiques émergeraient, qu'un nouveau gouvernement incontrôlable naîtrait ou lorsqu'un pays serait encore plus divisé. Sangmuan savait que le royaume de l'union de l'hégémonie ne choisirait pas de ne pas le faire. Passer à l'action. S'ils montrent la moindre vulnérabilité, ils savent que j'exploiterai l'ouverture. De plus, Hégémonia a rarement choisi de ne rien faire dans son histoire personnelle en tant que joueur. Sangmuan pensait personnellement que c'était parce qu'Hégémonia n'aimait pas perdre. Même si ne rien faire était une stratégie, ne pas réagir à l'attaque d'un adversaire ressemblait trop à une perte. Comme prévu, Hégémonia a utilisé une stratégie de contre-révolution. Non seulement ils ont rapidement identifié les révolutionnaires internes, mais ils ont également identifié les révolutionnaires potentiels, renforcé le classisme et, même au risque d'une productivité réduite, purgé impeccablement les forces révolutionnaires. Toutes ces stratégies étaient efficaces et effectivement gagnantes. Les révolutions ont généralement entraîné ce que l'âne appelle un changement de paradigme. Si l'âne parvenait à réaliser un tel changement, la révolution mondiale post-moins deviendrait la nouvelle norme, favorisant les nations à tendance égalitaire. D'un autre côté, si le changement échouait, les monarchistes et les ethnocentristes gagneraient en pouvoir et en avantage. Même si cela ressemblait à une lutte acharnée, déclencher une révolution ne garantissait pas toujours un avantage. Par conséquent, les choix ont été faits de manière flexible, en fonction du style de jeu, des tactiques et des situations de jeu. Cependant, Sangmuan avait un taux de victoire plus élevé lorsqu'un match de The Lost World entrait dans sa dernière phase par rapport à un match arrêté au début. Lorsque les joueurs typiques étaient submergés par le nombre de variables, Sangmuan a toujours géré le jeu, maximisant l'utilisation des pièces dont il disposait. De plus, en jouant moins en temps réel et même en formant des alliances moins, ce qu'il ne faisait habituellement pas, il pouvait prêter plus d'attention à ces détails. J'ai confiance dans la stratégie révolutionnaire. Une fois qu'une stratégie dans un jeu était découverte, elle avait tendance à se propager rapidement. Cependant, la stratégie liée aux révolutions était relativement récente puisqu'elle n'a été découverte qu'au cours du dernier mois où il a joué à The Lost World sur Terre, de sorte que même les joueurs les moins bien classés ne pouvaient pas comprendre précisément ce que faisait Sangmuan. Il ne serait donc pas surprenant que l'hégémonie ne puisse pas répondre à cette stratégie. Sangmuan a déclaré. C'est la stratégie. C'est la stratégie. Sangmuan se pencha en arrière sur sa chaise et répondit. Tout comme ne pas agir en réponse à une révolution est une stratégie valable, la partie qui déclenche la révolution peut également choisir de ne pas agir. Vous voulez dire, comme laisser les manifestants tranquilles. Exactement. Eldar pinça les lèvres et se perdit dans ses pensées. Mais les apôtres de l'hégémonie n'écraseront-ils pas immédiatement ces manifestants? Il semble que l'hégémonie soit réticente à utiliser ses ressources de foi, alors elle envoie son armée pour le moment, mais même si les manifestants ont de la chance et survivent d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas qu'hégémonie se retiendrait alors. RWV.5- sourit. Ce serait parfait. Parfait. Pourquoi? Sangmuan a répondu. Ne t'inquiète pas, l'hégémonie n'atteindra jamais ses révolutionnaires. Ils réfléchissent peut-être beaucoup, mais en fin de compte, ils ne mettront pas leurs pensées en action. ******, la prédiction de Sangmuan était exacte.
L'hégémonie regardait la fenêtre de statue, se demandant si elle devait ou non convoquer les apôtres. Que dois-je faire ? Les groupes révolutionnaires influencés par l'Empire dans d'autres régions étaient déjà attaqués. La seule raison pour laquelle cela posait problème était que d'autres joueurs du Panthéon les défendaient avec diligence. Cependant, l'hégémonie ne pouvait rien faire contre cette faction révolutionnaire qui était sous leurs yeux. Si j'interviens ici, pensa l'hégémonie, ce serait nier une pure révolution selon la volonté de Dieu. Dans le monde perdu, les révolutions étaient presque toujours manipulées par un joueur. Bien entendu, lorsqu'une révolution massive se produisait, de plus petites révoltes suivaient souvent, et parmi elles se trouvaient celles qui se développaient naturellement sans l'intervention d'aucun acteur. Mais si un acteur défendant la révolution tentait de la réprimer, l'acteur à l'origine de la révolution interviendrait rapidement. Ils conjurerait des miracles divins, déploieraient leur création pour se protéger et finalement soutiendraient l'effort par l'intermédiaire de leurs apôtres. Par conséquent, la plupart des révolutions ont été considérées comme corrompues par ceux qui se sont défendus contre elles. Heureusement, ces révolutions corrompues elles-mêmes ont donné aux partis qui les défendaient une bonne défense logique. Les adeptes apprendraient à considérer le concept de révolution de manière négative, qualifiant de corrompu tout individu rêvant de révolution. Une fois cette ligne claire tracée, cela devenait généralement une bataille de compétences entre deux acteurs, et l'hégémonie gagnait généralement. Mais les révolutions pures ne sont pas ainsi. Sans intervention, une révolution prendrait une ampleur significative. Et une fois arrivé à ce point, le camp attaquant se révélerait être celui qui a provoqué la révolution. Cependant, ni Sang-Moun ni personne du Panthéon n'ont participé à cette révolution particulière. Cela signifiait qu'ils étaient de purs révolutionnaires. Je ne peux pas les détruire directement avec mon pouvoir. Sinon, l'hégémonie fronça les sourcils sous son casque en corne. Ceux parmi ces purs révolutionnaires qui survivraient deviendraient des apostats. Si c'était une pure révolution organisée par des mortels, non entachés par un autre Dieu, et si elle était supprimée, alors ceux qui rêvent de révolution ne croiraient plus aux colériques. Bien sûr, Hégémonia pensait pouvoir bien gérer cela. Ils étaient convaincus qu'ils pourraient éliminer tous les révolutionnaires, qu'ils soient purs ou non. Cependant, ce type de révolution était imprévisible quant à sa fin et difficile à contrôler dans son ensemble. Si une graine de révolution était plantée quelque part, elle risquait de grandir. Et si les révolutionnaires nés de cette graine devenaient tous apostats, ce serait une situation horrible. Si je devais plutôt suivre la stratégie de non-action, seul le système dirigeant changerait, tandis que les croyances des gens resteraient les mêmes. Cela pourrait donner un avantage à Nebiel dans le jeu, mais le jeu ne se terminerait pas. Hégémonia a lentement serré et desserré sa main droite, et le gant a fait un bruit de craquement. Mais si les purs révolutionnaires survivent par hasard, je suis condamné. De plus, parmi ces révolutionnaires se trouvait l'un des prêtres de Hégémonia. Contrairement aux révolutionnaires menés par les acteurs du Panthéon, déjà devenus apostats, ce serait un mauvais choix qui réduirait le nombre de croyants qui croyaient encore à l'hégémonie. Si je l'avais découvert un peu plus tôt, ou si la force était un peu plus petite. Pourquoi maintenant, de tous les temps ? L'hégémonie a pensé qu'elle pourrait avoir de la chance d'une certaine manière puisqu'elle a éliminé les révolutionnaires presque impulsivement. Pour en finir sans s'impliquer. Hégémonia regarda l'armée marcher vers la ville quand Sang-Moun eut fini d'expliquer, Eldar hocha la tête. Je comprends, mais il semble y avoir un problème dans cette situation. Problème ? Même si les bons Hégémonia n'interfèrent pas directement, The Lost World est un jeu qui progresse tout seul même sans intervention. Si nous n'arrêtons pas cette armée, cela semble dangereux. Sang-Moun hocha la tête. C'est dangereux. Les choses pourraient bien se terminer ainsi. Qu'espérez-vous alors ? Sang-Moun a répondu. Mais les temps modernes approchent, n'est-ce pas ? L'ampleur de la violence dont un individu est capable s'équilibre. Sarcho a dit.
Avez-vous préparé tout cela à l'avance? La plupart des travailleurs de l'usine sont des soldats à la retraite. Je pensais que si nous avions des armes, nous pourrions les utiliser un jour. Même si j'avais espéré que nous n'aurions pas à le faire. Ce que Dun avait préparé secrètement à l'insu de Sarcho, c'était une liste des stocks d'armes de la ville. Il ne s'agissait pas d'une simple liste, mais d'une liste avec les lieux spécifiques notés, et dès que Dun a opté pour la deuxième méthode, elle a rapidement divisé les manifestants pour attaquer les commissariats de police, les dépôts d'armes et même les lieux vendant des armes à feu de chasse et d'autodéfense. Alors que certains endroits ont remis les armes de manière pacifique, la plupart ne l'ont pas fait, et les manifestants, utilisant leur nombre et leur stratégie pré-planifiée, ont pris les armes par la force. Au cours de ce processus, les gardes de la ville ont été désarmés ou se sont enfuis. Ensuite, ils capturèrent le maire de la ville, les membres du conseil, les nobles influents et les capitalistes. Même si Dun se sentait mal à l'aise de diriger, son charisme unique qui poussait les autres à la suivre, combiné aux préparatifs qu'elle avait continuellement faits au fil du temps, faisait d'elle une sorte de commandant compétent. Sarcho a alors dit. Mais nous manquons d'armes. Nous combattons peut-être autour des murs, mais les ennemis sont des soldats entraînés alors que seuls certains d'entre nous étaient d'anciens soldats. Est-ce correct? Dun a répondu. Bien sûr, nous ne pouvons pas compter uniquement sur les armes, camarades. Et alors? Nous avons peut-être déjà parlé de mourir de manière mémorable, mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre après avoir parcouru ce chemin. Nous devrions devenir une traînée de poudre, pas seulement des braises. Dun frappa la poitrine de Sarcho avec sa seule main. Comprenez-vous ce que je dis? Nos camarades n'avaient pas d'armes à la main, et pourtant ce pays les a tous tués. Bien sûr, cela ne suffisait pas. Mais si nous perdons cette fois-ci, je ne peux pas garantir qu'ils ne commettront plus la même erreur. Sarcho hocha lentement la tête. Je comprends. Êtes-vous prêt à affronter tout ce qui arrive? Oui. Non, ne réponds pas tout de suite. Pensez grec. Continua Dun. Camarade, tu es prêtre. Pouvez-vous encore vous battre pour nous-mêmes si votre Dieu vous rejette? Sarcho ferma les yeux un instant avant de relever les yeux. Sarcho n'a pas entendu la voix de Dieu. Je me battrai. Mais je ne deviendrai pas apostat. Sarcho et Dun croisèrent les yeux. L'encolère regarde sans prendre parti. Je crois que la volonté de Dieu pourrait être avec nous. Dun sourit. Bien. C'est peut-être vrai. J'espère vraiment que c'est vrai. Puis, sous la direction de Dun et Sarcho, les manifestants révolutionnaires, que l'on appellerait désormais l'armée révolutionnaire, ont marché en avant.